On va parler de sujets beaucoup plus légers maintenant. Le sport qui est un sujet qui me tient à cœur également et qui peut parfois être politique. Peut-être qu'on va en parler. Bonjour Florent Baudin. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir. Et bonjour Thibaut. Bienvenue. Bonjour Bastien, merci de me recevoir. Bonjour à tous dans le chat. Donc Florent, le chat juste ici avec tous ces gens qui papotent. Impressionnant. Donc on va complètement sujet, oublier les pneus de voiture, oublier la politique, oublier surtout Donald Trump, et ça nous fait plaisir. Et on va parler donc de sport. Tout à fait. Et de documentaires et d'audiovisuel. Il y a une série qui s'appelle Champion. Exactement. Alors déjà, est-ce que les gens connaissent Champion dans le chat ? Voilà. Dites-nous, c'est une série donc diffusée par France TV. Hein, si Nommum était pas mal à l'aise. Hein. Ça va peut-être être malade. Je crois qu'ils sont pas super sportifs dans le chat. Je vais pas me foutre de leur gueule, mais. Quelle est la démographique du chat des Qui fait du sport ? Qui fait du sport et quel sport ? Dites-nous. Pour personne. Mais je crois qu'on peut aimer la série sans aimer le sport. Mais oui, c'est un peu l'enjeu que j'ai chaque saison en disant comment on va aller attraper un public qui n'est pas forcément connaisseur de sport. Ce genre de truc, de toute façon, ça marche très bien parce que c'est ce qu'a prouvé Netflix avec Drive to Survive par exemple, qui est un truc, plein de gens ne s'intéressent absolument pas à la F1 pendant des années, et depuis Drive to Survive c'est la folie. C'est tout le monde. Oui, c'est là qu'on se rend compte que quand en fait on raconte des histoires, on raconte avant tout des histoires et pas forcément des histoires de sport ou des histoires autres. Donc moi je comprends que les gens puissent s'intéresser à la F1 après Drive to Survive. La saison 1 était excellente d'ailleurs. Ouais. Et tu vois, alors on nous dit lever de coude, super Ginta, merci. Vélo. Le roller et assise de respi. Je fais du sport de doigts sur mes manettes. Évidemment. Je nous fatiguer. Mais on est là effectivement pour vous ouvrir vos horizons, les amis, puisqu'on accueille, on a le bonheur d'accueillir Florent Baudin, réalisateur, créateur de cette série Champion avec un S entre parenthèses à la fin, qui en est à sa saison 4. Et on va en parler, on va avoir une heure ensemble pour en discuter, effectivement aussi de ton travail, de ce que tu as fait avant, de cette série particulière, de cette saison 4 qui est disponible en intégralité sur la plateforme France.tv. Depuis ce matin. C'est vrai, les 10 épisodes. 8 épisodes. Voilà, donc c'est assez fou et on a le temps et vous pourrez évidemment poser vos questions. Alors je vais cerner un petit peu qui tu es. Florent, tu es donc journaliste, on va dire spécialisé dans le sport plus particulièrement, et tu es également réalisateur de documentaires et donc créateur de cette série-là. Tu as été journaliste pour Téléfoot, puis pour d'autres médias sportifs. Téléfoot, le média ou Téléfoot, l'émission sur TF1 ? L'émission sur TF1 il y a quelques années. Puis après, tu as fait un documentaire, tu as participé et co-réalisé un documentaire qui s'appelle Le Cas Benzema, qui était un documentaire Canal+, et qui est maintenant qui a ensuite switché sur Netflix pendant un temps. Ouais, je crois qu'il est plus sur Netflix France, mais il doit être sur Netflix ailleurs dans le monde, mais il est toujours sur MyCanal, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais... Et après, tu as fait un documentaire qui s'appelle Get Up Stand Up sur le stand-up, sur l'humour sur scène, et comment effectivement le stand-up français est venu au monde et comment il a effectivement évolué au fil des années. Puis après, des documentaires qui sont peut-être un peu plus connus, notamment Gims, qui est un documentaire sur donc, effectivement Maître Gims, puis Tony Parker, The Final Shot, pardon. Les deux sur Netflix. Les deux sur Netflix. Donc documentaires comme ça, à la fois sur le monde de la musique et sur le monde du sport. Et puis cette série Champion qui en est donc à sa saison 4. Quelle aventure. Je propose qu'on regarde la bande-annonce de Champion parce qu'il y a des gens qui demandent de quoi ça parle. Donc regardons la bande-annonce de la saison 4 de Champion. Champion, c'est ça. Voilà. Il y a le son là, Karl, c'est bon ? Paris 2024, ça y est en fait. Je peux plus dire, attendez, il y a un truc avant. Tu peux commenter en même temps si tu veux expliquer un petit peu justement. Les Jeux à Paris, qu'est-ce que Champion ? c'est une fois. Ouais, donc là c'est la saison 4, donc 8 athlètes qui rêvent de Jeux Olympiques. Certains on les suit depuis la saison 1, donc c'est-à-dire on a commencé le tournage en 2020. Il y en a encore 3 sur les 8 qu'on suit depuis le début, dont ce jeune homme là, le franco-australien Sacha Zoya, qui a une forte chance d'aller en finale du 110 mètres haies et pourquoi pas décrocher une médaille cet été. On a ajouté quelques nouveaux persos cette saison, dont cette jeune fille Colline de Villard, qui est une gymnaste spécialiste du saut de cheval, qui est l'une des meilleures du monde. Voilà, donc on suit ces jeunes dans leur quête de Jeux Olympiques. Évidemment, le fait que ça soit à Paris rend la chose encore plus spéciale.
C'était le but de l'aventure au début, c'était de trouver des profils de jeunes qui étaient prometteurs pour les accompagner jusqu'à Paris. Donc certains ont réussi, d'autres non, certains ont quitté la série, d'autres sont arrivés en cours de route. Et voilà, un peu comme une série de fiction, on a essayé de tirer les pelotes de différentes histoires, surtout personnelles, avant d'être des histoires professionnelles. Et puis on est arrivé là à faire 32 épisodes de 30 minutes. 32 épisodes sur 4 ans, donc sur tu 4 suis ans. effectivement pendant 4 années, ce qui est assez vertigineux. Donc, comme tu disais, il y a ce côté évidemment sportif et il y a le côté aussi personnel. Tu t'intéresses à leur vie. Ouais, parce que de toute façon, c'est des sports qui sont pas très exposés, pas très connus. Donc, on est obligé de vulgariser, de simplifier les enjeux sportifs, que tout le monde comprenne bien quand ça gagne, quand ça perd, en gros, pour que ça soit plus simple et que ça soulève des sentiments assez forts. Et du coup, pour que ça marche, il faut qu'on ait de l'empathie pour eux et donc il faut qu'on s'intéresse à leur personnalité. Donc évidemment, on joue beaucoup sur les archétypes de personnages, comme dans une fiction, entre celui qui va être un peu timide et humble, celui qui va assumer le côté star, celui qui va se révéler en cours de saison et changer un peu de personnalité. Et c'est vrai qu'on aime appuyer sur ces choses-là qui permettent de vraiment aimer ou détester un athlète de la série. Qu'est-ce qui a justement lancé l'étincelle champion? C'est l'INSEP, parce qu'effectivement c'est une série qui est faite en étroite collaboration avec l'INSEP, qui est donc l'Institut National du Sport. Alors attendez où? Institut National du Sport et de la Performance. Voilà. Qui est donc l'école nationale, l'élite. Et de la recherche aussi. Ouais. L'élite du sport français. Voilà, ils détestent le terme, mais tout le monde le comprendra mieux. C'est la fabrique des champions. Ils détestent qu'on dise ça. Voilà. Donc je vais me faire taper sur les doigts. Mais en fait, l'INSEP est coproducteur de la série. La genèse du truc, c'est que quand France Télé décroche les droits pour Paris 2024, ils viennent nous challenger. Quand je dis nous, c'est Black Dynamite Production, présidée par Eric Enzo, qui est un ancien journaliste sportif, notamment à Stade 2, donc qui a une vraie passion aussi pour les sports olympiques. Et lui, il a tout de suite l'envie de faire quelque chose dans les coulisses de l'INSEP, qui était alors dirigé par Gani Yalouz, un ancien lutteur. Et donc, il y a ce rapprochement qui se fait avec l'INSEP pour produire une série en immersion pour France Télévisions, qui est super motivé à l'idée de le faire. Et donc après, voilà, il y a un travail d'écriture, de casting, de rapprochement avec les différentes fédérations. Et là où on a eu le petit truc en plus, c'est que l'INSEP, en devenant coproducteur de la série, nous a offert un accès complètement inédit pour fabriquer ce genre de série, c'est-à-dire qu'on avait accès au site un peu quand on voulait, et on avait une salle de montage là-bas, donc pendant 4 ans, un bureau de production, un studio pour faire des images, un studio pour enregistrer des voix off. Enfin, c'était assez exceptionnel comme condition de travail. Parce que c'est comme produit, il faut quand même rappeler que l'INSEP, effectivement, c'est donc dans le bois de Vincennes. C'est un endroit qui est quand même assez... c'est un microcosme assez fermé, c'est un monde dans le monde, c'est, comme tu le dis, c'est une fabrique de champions, donc on est sur le futur du sport français, qui est un énorme enjeu national, international, tout ce que tu veux, politique ici, on va en reparler. Et là, on vous donne un pass pour aller au plus près de ces champions-là. Ça ressemble à quoi une journée de tournage de champions, justement, au plus près de ces talents-là? Déjà, il y en a beaucoup moins que ce qu'on imagine. Parce que c'est 4 ans quand même, tu te dis. Ouais, on peut pas tourner tout le temps. Et le plus important, en fait, c'est qu'on est aussi dans une économie, et on n'a pas forcément les budgets d'un documentaire Netflix, par exemple. Donc l'idée, c'était vraiment de suivre les histoires, mais de pas jeter beaucoup de rush. Utiliser tourner tous les jours, faire cette méthode un peu de on va dire de marquer l'adversaire, de faire du pressing. Ça, c'était pas du tout la méthode. En revanche, le fait d'être à l'INSEP, le fait de côtoyer les athlètes le plus possible, notamment je raconte souvent à la cantine, pour caler des tournages, pour voir où ils en sont, s'ils ont des petits bobos, s'ils ont des envies, s'ils ont des problèmes, juste pouvoir être au courant de leurs histoires, ça nous a beaucoup aidé. Et à ce moment-là, on pouvait
se dire là il faut vraiment qu'on tourne et qu'on lance les caméras. Après les journées sur un entraînement c'est assez simple, on arrive le matin, on a déjà notre matériel qui est là-bas, donc ça change beaucoup aussi par rapport à une journée de tournage normale partout ailleurs en France. Et puis on se présente sur le lieu d'entraînement, les athlètes évidemment sont au courant, les coachs aussi, et ce qui est super c'est qu'ils ont accepté chaque saison d'aller un peu plus loin. On avait une vraie problématique de son, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est 50% d'un docu en immersion, le son. Donc on est obligé d'avoir du son tout le temps. Avoir un perchman, moi ça me... court à côté du mec, c'est compliqué. Ouais, et puis ça te permet pas forcément de faire des plans larges. Bien sûr, Parce que sinon, puis en sport, ils sont sur la piste, voilà. Toi t'es loin. Les micros HF, ça décroche. Bon, ça c'est des trucs un peu techniques, mais donc on a trouvé des petits micros, un peu comme on utilise sur Internet, sur YouTube, des petits micros indépendants qu'on a cachés un peu partout, mais qui peuvent être aussi une petite contrainte pour les athlètes et qui finalement l'ont de plus en plus accepté à tel point de l'utiliser parfois même dans les compétitions un peu cachées, et ça nous donne des séquences ultra fortes. Sur des moments clés surtout. Sur des moments clés, des champions d'Europe ou c'est quoi Chirine quand elle est... Ouais, alors le judo c'est compliqué, l'entraînement elle l'a beaucoup fait même si elle avait souvent pas le droit, donc ça on la remercie. En compétition c'était impossible, mais ce qui est bien c'est que du coup avec les sons de l'entraînement on a pu créer du montage son sur les compétitions et donc lui rajouter son souffle, lui rajouter les mouvements, lui être au plus près au cœur de l'événement grâce à cette technique là et ces images et ces sons surtout d'entraînement. Parce que du coup vous êtes donc à toi et vous êtes 2-3 cadreurs. En général, on a deux caméras sur chaque tournage, une caméra principale et une caméra, on va dire, secondaire. Parfois, c'est moi qui fais la caméra secondaire. Parfois, c'est un deuxième chef opérateur. Parfois, je suis tout seul aussi sur des moments où je me dis il faut vraiment aller choper un truc un peu d'intime. Intimiste, et d'être dans une situation où tu n'as pas forcément envie d'avoir 54 autorisations de tournage et ce genre de choses. Et plusieurs caméras sur le lieu qui risquent de casser un peu l'ambiance. Exactement. Et, ou alors dans des situations où tu sais pas trop. Par exemple, j'ai accompagné la judokate, la Chirine Bouclier au Japon. On n'était pas hyper au fait de toutes les autorisations et tout qu'il fallait pour tourner au Japon. Donc on s'est dit on va tourner en sauvage, voilà, un peu c'est bon, un peu Sofia Coppola, Lost in Translation, voilà, à un autre niveau. Mais les touristes. Voilà. Et du coup ça passe mieux. Tout à l'heure, tu disais que le moment de la cantine, c'est le moment aussi de parler un peu de leur soucis du moment, etc. Est-ce que ça reste un documentaire, donc est-ce que c'est très naturel ou est-ce que quand même tu dis avant de tourner, tu dis là on va peut-être parler de ce sujet-là, etc. Est-ce que tu scriptes un peu entre guillemets les séquences? Alors moi je suis obligé de le faire. Après eux je peux pas leur demander d'être là-dedans. Moi j'établis avec eux on va dire une année qui est balisée par les événements sportifs avant tout. Donc déjà ça nous fait une première base. La deuxième base c'est les thèmes que j'ai envie de traiter cette saison. Donc on se dit ça serait bien qu'on parle, je dis n'importe quoi, de ta famille qui était aussi dans le sport, et donc on imagine une séquence autour de ça. Après il y a évidemment tous les aléas de blessures, de contre-performances, de performances, d'événements imprévus qui vont mettre un peu de nuances là-dedans. Et puis après le parti pris de la série c'est d'enregistrer des interviews d'athlètes mais en voix off. Donc en fait il n'y a rien qui est fait à chaud sur le moment en séquence. Donc quand ils me racontent quelque chose, en fait ils viennent avec moi, on se met dans un petit studio et on n'a que du son. Et on se parle. Et donc on peut faire 10 minutes comme on peut faire 1h30. Et moi ça m'aide à... Alors évidemment là-dessus, moi je les emmène vers mon script, mais eux ils peuvent parfois me surprendre et aller vers des éléments que j'avais pas imaginés et donc me faire repenser mon truc. Mais voilà, en général, quand on tourne une séquence, moi je me dis voilà, qu'est-ce qu'on veut en faire de cette séquence, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de cette séquence-là, quel thème on a envie d'aborder avec ça, et parfois ça nous permet d'aller assez loin. Et n'hésitez pas à poser effectivement des questions dans le chat si vous en avez. Florent est là pour y répondre. Moi, je vais continuer effectivement sur ce que disait Bastien, sur cette intimité que tu as avec les sportifs. Comment elle se construit, cette intimité-là? Comment est-ce que tu la façonnes pour arriver en saison 4 où
t'as des athlètes qui s'abandonnent véritablement parce c'est pour ça qu'on vous invite aussi à voir cette série. On peut remettre peut-être des extraits. Il y a des séquences qui sont extrêmement fortes. Vous parlez de sujets extrêmement intimes, vous parlez de dépression, vous parlez de problèmes de santé, vous parlez d'échecs, des gamines qui sont là pendant 5-10 ans dans leur adolescence et à qui on dit en fait tu feras pas les JO alors que tu as abandonné toute ton adolescence pour les JO que tu ne feras finalement pas. C'est terrible. La relation elle se crée parce qu'ils voient que déjà il y a un intérêt, que je m'intéresse à eux, que j'essaye de comprendre où ils en sont, ce qu'ils font. Après, c'est aussi des athlètes qui sont jeunes, qui ne sont pas forcément habitués à l'univers médiatique, ou quand ils vont faire des interviews ou des reportages ou des sujets même magazines, le journaliste va venir un jour, 2 jours, 3 grand maximum, et puis après ce sera fini et il faut tout faire rentrer dans ce planning-là. Nous, on a la chance de pouvoir bosser sur des mois et des mois, voire des années pour certains athlètes. Donc, ça leur permet aussi de comprendre que parfois, quand moi, j'aborde un sujet en disant, par exemple, l'année dernière, on a eu une histoire de troubles du comportement alimentaire avec une gymnaste, qui est un gros sujet dans la gym. Quand la gymnaste me parle de ça, elle m'en parle parce que comme elle va en parler à quelqu'un de confiance en fait, elle s'imagine pas que ça va se retrouver dans la série. Donc là on est au début d'année scolaire et plus on en reparle, plus je me dis il y a quand même un sujet et petit à petit je lui fais comprendre qu'en fait ça serait bien qu'elle en parle dans la série. Ça a pas été facile, ça a pris beaucoup de temps. Tu lui dis quand même on va le mettre dans le documentaire. Je lui dis je lui dis moi j'aimerais bien qu'on puisse en parler. À ce moment-là, c'est parce qu'à ce moment-là, là vous en parlez en off, il n'y a pas de caméra. Exactement. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'elle signe un agreement en disant tout ce qu'on filme a le droit d'être dans le documentaire? En fait, vraiment là, quand elle m'a parlé de ses problèmes de troubles alimentaires, c'était vraiment off. C'était vraiment moi un peu comment c'était ton été, c'était super, machin, mais bon, il faut quand même que je te dise que Donc là, moi, je le garde dans mon coin de la tête et après, je reviens en disant, voilà, ça peut être aussi utile d'en parler, peut-être d'avoir même une parole militante à ce sujet, et être un exemple par rapport aux petites filles qui vont te regarder et tout ça. Et donc, on construit le truc là, mais c'est jamais gagné. Parce qu'on va faire quelques séquences illustratives, on va faire l'interview voix off dans le petit studio où on va être parfois à la limite des larmes et tout ça. Et puis après, elle va me dire, mais non, en fait, on va. Ça va trop loin. On peut pas mettre ça. Et donc là, encore un nouveau travail pour dire, t'inquiète pas, ça va être bien. Et tu verras, ton message va passer. Et donc c'est jamais gagné en fait. Et la confiance, elle se crée comme ça. Elle se crée avec des problèmes en fait. Quand ils se rendent compte qu'on arrive à montrer des choses qui leur plaisent pas forcément. Mais qu'au final ça les rend ils en sortent grandis, je crois qu'ils aiment beaucoup. Et c'est aussi le speech que j'ai avec eux dès le départ en leur disant on va vous créer des super souvenirs pour la suite, vous allez avoir des super images de victoires, de grandes joies avec vos familles, avec vos proches, mais si vous acceptez ça, faut aussi accepter que quand ça gueule, quand ça pleure, quand il y a des moments un peu difficiles, notamment en compétition, quand un athlète perd, il va s'isoler, il a envie d'encastrer tout le monde. Encastre notre caméra, mais laisse-nous faire des images avant. Et c'est ce deal-là que tout le monde a bien compris, à différents degrés évidemment, mais voilà, je pense qu'on était vraiment dans ce cadre-là. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler que donc là on disait effectivement que c'était un processus qui était long et qu'on suivait des sportifs qui sont très jeunes. Je pense à Lucie et à Mathilde qui ont 14 ans au début de champion. Donc 16 ans. 16 ans, elles sont à l'INSEP depuis oui, avant. Depuis, et du coup, effectivement, c'est des gamines qui sont dans leur... qui sont toutes jeunes, qui sont adolescentes, qui sont loin de toutes ces considérations de attention à ce que tu dis, fais la vie plus tard, des choses comme ça. Donc tu as un côté... T'es parfois même plus présent que leurs parents. Ouais, sur thématiques. Oui, j'ai déjà eu plusieurs fois le cas de figure ça je t'en parle mais je l'ai pas dit à mes parents, ou ça je t'en parle mais je l'ai pas dit à mes coachs. J'avais un peu ce rôle un peu intermédiaire entre les parents, le coach. C'est pas délicat parce que c'est une position qui est assez agréable, tu vois, où évidemment il faut qu'on garde un certain professionnalisme, mais on est obligé de s'attacher à ces jeunes. Donc voilà, on est un peu un espèce de...
j'irai pas jusqu'à grand frère, mais on va dire un cousin sympa, tu vois, un oncle à qui on aime bien dire 2-3 trucs, et sur lequel on peut parfois se reposer quand on a envie de tout simplement de parler et de raconter son histoire, parce que c'est difficile aussi de dire à quelqu'un fais-moi confiance, je vais raconter ton histoire ça va bien se passer, mais mec, je te connais pas en fait. Et gens, t'as pas eu de moment où en voyant les images ils t'ont dit en fait j'aurais aimé qu'on voit pas ça ou quelque chose comme ça? Je l'ai eu sur le moment à chaud, de temps en temps, mais je l'ai jamais eu après coup en fait. Okay. J'ai tout le temps réussi. Je me suis jamais bloqué en me disant ça il veut pas qu'on le montre, on le jette. Je me suis toujours dit ça on en reparlera dans 2 mois ou ça on en reparlera la semaine prochaine, et je suis sûr qu'il comprendra que c'est important pour lui. Il n'a pas un droit de regard. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il est assez flou le droit de regard, et c'est plus moi qui leur propose que eux, souvent, parce que je trouve que c'est bien aussi qu'ils voient quelques trucs. J'aime bien aussi les surprendre parfois quand je sais qu'il y a une très bonne séquence et qu'il n'y aura aucun sujet et que c'est de l'émotion pure, et souvent quand ça touche la famille, je leur dis ça, vaut mieux qu'ils le prennent plein pot quand ça va sortir. Je leur envoie quand même les épisodes 1 ou 2 semaines avant la sortie, mais voilà. Et par contre, des fois je me dis, écoute, là on va dans un truc un peu dur, c'est bien que tu viennes voir, et on en discute. Ouais. Et il n'y a jamais de non, pas ci, pas ça. Au contraire, ils voient qu'on bosse, qu'on essaye d'être le plus objectif possible, tout en se disant que de toute façon, la parole de l'athlète, c'est la priorité de la série. Ouais. Donc ils peuvent me raconter entre guillemets n'importe quoi, c'est toujours leur parole qui vaudra plus que celle d'un coach, plus que celle d'un spécialiste, plus que celle d'un commentateur. Moi c'est mon axe de travail. Après évidemment qu'on est obligé de forcer certains traits pour que ça marche en termes d'intérêt. Le storytelling, ouais. Il y a une question effectivement de Fraruto dans le chat. Est-ce que les sportifs se sont révélés être des acteurs à force? Certains, ouais, je pense que certains, ils ont peut-être un petit potentiel. Après, ils ont pris le truc, ça me plaît. Et ils y sont allés. Ouais, en fait, des fois, il y a quand même, évidemment, le documentaire, c'est quand même aussi un peu de mise en scène, bien sûr. De temps en temps, parce qu'on peut pas être tout le temps collé à la réalité. Et il y a souvent, notamment dans des scènes de dialogue ou de resto, où ils vont se faire un resto, c'est normal, mais il y a quand même des thèmes qu'il faut qu'ils abordent à ce moment-là. Okay. Donc souvent, moi, je dis, voilà, ça serait bien qu'à un moment donné, vous parliez de ça. Et évidemment, quand il y en a un qui se lance, c'est fou rire général. Donc, le premier truc, on peut jamais... tu vois, et alors, toi, t'es plus blessé, tu vois. Et là, tout le monde éclate de rire. Mais... voilà. Donc, on sait que c'est sans doute des prises qu'il faudra prendre en cours de route et tout, mais ça se passe plutôt bien. Mais il y en a maintenant qui sont super bons pour ça. Qui sont vraiment ultra sharp, ultra prêts à ce genre d'exercice, quoi. Alors que d'autres pas du tout. Moi je pense effectivement là on va en parler, mais t'as quand même une dimension, tu l'as dit, c'est une espèce c'est une relation qui va dans les 2 sens, parce que toi effectivement tu fais ta série documentaire, et eux de leur côté il y a quand même une dimension, on va dire, d'image publicitaire, promotionnelle, déjà pour leur image individuelle, et en plus effectivement pour le sport français et l'INSEP. Je pense à des sportifs comme Erwan ou comme Sacha Zoya qui sont, on va dire, vendus sur les réseaux ou comme des petits Mbappé de l'athlétisme. Donc effectivement eux ils ont un souci d'image qui est peut-être plus présent que des sportifs un peu moins... C'est aussi la génération, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont... Moi, je me suis mis à Instagram par eux. Tu vois. 2020, j'ai commencé Instagram. Truc de vieux. Mais c'était une bonne manière aussi pour moi de choper des infos et de comprendre comment ils étaient. Et ils ont tous ce côté... l'image que j'ai sur les réseaux est importante. Et ils vont choper des collaborations, des contrats et tout ça grâce à ça. Donc, je pense que c'est vraiment un truc de génération plus qu'un truc vraiment réfléchi. Ouais. C'est des sports, c'est des sports qui sont pas vraiment mis en avant. Donc, s'ils peuvent récupérer quelques trucs encore plus à l'approche de Paris 2024, ils le font sans hésiter. Et donc, ça leur construit tout de suite. Quand ils sont plutôt beaux gosses, quand ils arrivent à gérer... la Fashion Week, des choses comme ça, ils commencent à avoir... Quand ils arrivent à gérer les réseaux, à voir sur quel bouton appuyer, ça leur fait tout de suite beaucoup de notoriété. C'est important parce que c'est des carrières qui sont assez courtes en général dans le sport. Donc, mais le truc qui est difficile pour eux, c'est qu'il faut confirmer derrière avec les résultats.
Sinon, je pense que ça peut engendrer de gros problèmes d'avoir beaucoup de followers et de notoriété si derrière on confirme pas sur ou alors la il piste. faut trouver un autre domaine d'activité, Exactement. quoi. Et tu parlais de Paris 2024, vous filmez en ce moment là il y a certains Alors athlètes, non, Ouais. on va pas filmer, mais c'est possible qu'on sorte des contenus dérivés de champions en fonction des résultats de Paris 2024. Un épilogue, un truc qui fait le. Ouais, plutôt des documentaires unitaires Ouais, sur différents athlètes de la série. Tony Parker. Parce que là c'est terminé après la série champion. Ouais, la série sur cette forme-là est terminée, c'était le deal. 4 ans, on les emmène aux portes de Paris 2024. Après, on va sans doute continuer à faire des choses qui ressembleront à ça, peut-être avec l'INSEP, sans doute avec l'INSEP, peut-être dans d'autres sports, avec d'autres athlètes, à voir. Mais c'est un peu, c'est dur, même pour moi, de les lâcher. Allez-y. Et tu vas regarder les JO en mode. Là, on voit Kevin Mayer qui est tombé. J'imagine le drame de toutes 4 ans de entraînement pour ça, 2 semaines du truc. Ouais. Quoi. Mais c'est marrant parce que au début, toute première saison de champion, on pense déjà aux JO de 2024. Et pourtant, la première saison, tu as déjà des athlètes qui s'entraînent pour Tokyo. Ouais. Qui sont déjà en train de viser ce Graal-là. C'était un peu imprévu. En fait, on disait vraiment Tokyo, ne cassons pas des athlètes qui sont déjà prêts pour Tokyo. Mais c'est vrai que certains sont allés un peu plus vite que la musique et donc c'est Shirin Boukli qui participe à Tokyo. Sacha Zoya aurait pu, mais finalement il y avait aussi les championnats du monde junior, donc il a préféré faire ça et ça lui a plutôt réussi puisqu'il a été champion du monde junior en battant le record du monde cette année-là du 110 mètres haies. Donc c'est vrai que certains sont allés un peu plus vite que d'autres. Là, je montre, c'est le premier épisode de la saison 1 du coup, ça, qui est dispo sur YouTube. Et il y a la saison 3 en intégralité aussi sur YouTube, je viens de voir. Ouais, après je suis pas trop les mises en ligne sur YouTube, mais je sais que sur France.tv, il y a l'intégralité. Il y a l'intégralité, il y a toutes les saisons. C'est vrai que la saison 3, il l'avait mise en intégralité sur YouTube. Donc si vous voulez le voir en intégralité, ce sera sur France TV. C'est France TV / même pour être précis, non ? Ouais, après c'est sur la plateforme, donc c'est France.tv. Et en ce moment, on est bien mis en avant parce que la série vient de sortir, donc même sur la homepage. Le contexte. Donc ça a l'air même via MyCanal, toutes les box et tout ça, normalement, on peut le voir assez facilement. Et moi, j'étais curieux parce qu'on voit l'INSEP ici, on a parlé de ce microcosme extrêmement protecteur parce que, mine de rien, chaque athlète, Sacha, Erwan, d'autres, c'est des chances de médaille. Il y a cette phrase très forte, effectivement, je crois de la directrice de la gym dans la saison 4, là d'ailleurs, qui disait, mais en fait, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour trop bien, on fait de la gymnastique avec les copines, saison etc. 3, La saison 3, on est là pour choper des médailles en fait. C'est un travail. Donc en fait, si tu n'es pas là pour choper des médailles, au revoir. Enfin, il y a un côté. Et puis surtout qu'il y a c'est les JO en France, donc s'il y a bien une année où il faut gagner des médailles, c'est cette année, quoi. Et surtout, il y a aussi de la part du grand public une méconnaissance de ce que c'est le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'à l'INSEP, il va y avoir 400, 500 athlètes qui s'entraînent, surtout des jeunes prometteurs. Sur ces 300, 400 athlètes qui s'entraînent au quotidien, il y en a peut-être 10% qui vont aller au JO. Et sur ces 10% qui vont aller au JO, il y en a peut-être encore peut-être la moitié qui sont médaillables. La proba est extrêmement... C'est 1% ou même pas. Et souvent, quand on regarde les JO en tant que spectateur, on se dit putain, le français il est nul et tout, mais on se rend pas compte de comment c'est dur juste aller au JO. Juste aller au JO. C'est quand même un exploit. C'est l'élite du monde en fait. Voilà. Donc, Et puis toi qui as bossé du coup dans le journalisme, qui bosse dans le journalisme sportif, tu sais aussi que c'est aussi parce que on montre beaucoup ce côté performance dans les médias, on en parle beaucoup, le tableau des médailles, etc. Et c'est vrai qu'on parle peut-être moins de ce côté-là. Donc c'est aussi l'intérêt de faire des documentaires comme celui-là. Ouais, complètement. Mais pour vous donner un exemple qui peut parler assez vite, à la gym, donc la gym, il n'y a pas de catégorie de poids, de taille ou tout ça comme dans d'autres sports. C'est 5 filles en France. Qui vont au JO. Si l'équipe est qualifiée. Donc là, l'équipe se qualifie pour les JO. Donc il y a 5 filles plus une remplaçante. Mais c'est donc les 5 meilleures françaises seulement qui vont au JO. Ouais. Donc si tu es... Et pour les tenir toutes dans un mode compétitif, ils font ce qu'ils appellent des collectifs avec les meilleures filles. Et c'est des collectifs de 12, 8. Donc tu as les 12 meilleures filles de France qui s'entraînent ensemble le plus souvent possible. Mais donc si tu es la 10e meilleure gymnaste de toute la France, tu vas pas faire les JO et peut-être tu les feras jamais de toute ta vie. Ouais.
Tu feras des championnats de France, tu feras des trucs comme ça, mais voilà. Mais c'est. Est-ce que ça provoque de la j'allais dire animosité, c'est peut-être un peu fort, mais de la compétition du coup comment c'est l'ambiance dans ce genre de cas? Ça provoque forcément des sentiments d'injustice, d'incompréhension, parfois des petites tensions, mais c'est des sports qui sont faits pour la bonne raison, je trouve. Les sports olympiques, c'est qu'ils sont tous passionnés de leur sport parce qu'ils savent de toute façon qu'ils vont pas faire de l'argent grâce à ces sports-là pour la plupart, et qu'ils préparent la suite de leur vie, de trouver des diplômes, de trouver des formations. Alors le sport de haut niveau les aide à faire ça. Grâce au statut sportif de haut niveau, on peut accéder à des grandes écoles très facilement en France. Et donc ils ont ce côté. Moi, je le fais pas pour la gloire, quoi. Je le fais pas pour la télé. Je le fais pas pour l'argent. Je pense que ça les met dans des bonnes dispositions pour justement ne pas péter un plomb en se disant merde, je suis que la 8e meilleure gymnaste de France et je vais jamais faire les JO de ma vie. Si tu es gymnaste, tu t'entraînes 6 heures par jour depuis que tu as 10 ans. Donc si t'aimes pas ça, c'est compliqué. Ouais. Et en plus, oui, à l'INSEP, comme tu l'as dit, ils sont préparés à être athlètes, mais aussi à être des citoyens. Le directeur aime beaucoup dire ça. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on le sait pas forcément, mais il y a des écoles, ils peuvent passer leur brevet, leur bac directement dans l'INSEP parce que tous ces gamins-là, entre guillemets, ils ont cours une partie de la journée, ils ont sport l'après-midi, ils ont cours machin. Ouais, il y a un lycée, ils sortent pas avec rien du tout. Il y a des formations aussi pro. On peut suivre ses études en parallèle, pas mal de choses. Il y a des services qui sont dédiés justement au projet professionnel de l'athlète. Il y a énormément de choses pour eux. Quel a été le moment le plus difficile pour toi à tourner en 4 ans ? Il y a eu une histoire d'agression qui n'a pas été simple. Saison 2, une athlète qui a révélé une agression qui a été compliquée parce que cette agression signifiait qu'elle allait quitter l'INSEP. Et donc, quitter l'INSEP pour nous signifiait quitter la série. C'était un ressort de fiction qui marche plutôt bien, mais c'était aussi un déchirement pour nous. Et c'était une histoire assez compliquée parce que dans ces histoires-là, on a tendance souvent à se dire c'est blanc, c'est noir, c'est simple. Là, c'était plus compliqué. Il y avait l'histoire d'agression, mais il y avait plein d'autres histoires autour. Moi, j'avais envie qu'on puisse donner la parole à la victime et qu'elle puisse raconter cette histoire-là, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Mais en tout cas, on l'a fait avec le soutien de l'INSEP. Ça aussi, c'était quelque chose de fort parce que eux, ils n'avaient pas l'habitude de communiquer comme ça. Où j'ai dû leur dire que il fallait qu'ils prennent la parole et qu'ils expliquent ce qui avait été mis en place justement pour suivre cette jeune fille qui s'était fait agresser chez eux. Donc elle se faisait agresser par son petit copain au sein de l'établissement. Qui était lui-même un sportif ou Qui était lui-même un sportif, donc voilà, ça c'était pas simple, mais d'ordinaire les responsables de l'INSEP prennent pas la parole dans la série. Normalement non, ça dépend des saisons en fait. Si vous regardez les saisons, il y a aussi une évolution dans la grammaire. Le directeur apparaissait beaucoup. Donc le directeur lors de la saison 1 c'est Gani Yalouz. Il apparaît beaucoup parce qu'on est en saison 1 et on a aussi besoin de comprendre ce que c'est l'INSEP. Après, Fabien Canu qui est arrivé plus tard a moins parlé, mais il a parlé notamment sur cette histoire-là. Et puis après, vraiment, même les coachs, même l'entourage et tout ça, j'ai vraiment réduit au fur et à mesure des saisons pour pousser justement le curseur sur l'immersion, les athlètes, être avec eux et vraiment utiliser les interviews, l'exercice de l'interview posée, donc les coachs et la famille, un peu moins souvent. Et quelle différence tu ferais, toi, entre... Tu t'es quand même retrouvé à travailler, à interviewer des figures aussi massives que Benzema, Tony Parker, où tu passes des semaines avec lui dans une intimité certaine, Gims, qui est quand même un monstre d'images et qui peut bouffer pas mal d'images par rapport à ça, et tu dois offrir la même intensité, le même souci du détail à des motifs de sportifs qui sont
peut-être un peu plus modeste, un peu plus... Oui, et puis il y a des gens qui n'ont pas cette habitude de l'image. C'est vraiment, je me suis pris tout ça en pleine gueule. Parce je ne filme pas Benzema comme je vais filmer Mathilde. Ouais, au début tu crois que c'est pareil en fait. Ouais. C'est ça, au début tu penses que c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu bosses avec ces monstres médiatiques, t'es obligé, t'as ce petit stress de dire on va faire ci, on va faire ça. Faut que ce soit calibré parce que ils contrôlent. C'est pas qu'ils contrôlent, mais ils savent. Ouais, ils savent. Ouais. Ils savent que et puis s'ils te voient pas en confiance, tu vois, ils se disent merde. T'es chez moi là, t'as intérêt à faire un truc sympa quoi, tu vois. Je t'ai pas laissé rentrer. Et il y a cette notion de temps aussi, ils n'ont pas forcément le temps. Alors ça, c'était pareil avec à l'INSEP. Il y a beaucoup de choses où on se dit qu'il faut le tourner en un quart d'heure parce qu'il y a cours, il y a entraînement, il y a machin. Mais j'ai surtout, j'ai pris ça dans la face et j'ai aussi pris une petite claque d'âge parce que c'est des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et on les dirige pas de la même façon. Et je me rappellerai toujours la première scène que j'ai tournée, c'est à 7h du mat dans la chambre d'un basketteur. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. Qu'est-ce qui s'est En fait, il y avait les anciens joueurs de l'INSEP qui sont maintenant en équipe de France qui venaient faire une espèce de masterclass à l'INSEP. Donc ça a déclenché notre tournoi. Je dis, on est obligé d'y être. Les anciens basketteurs qui viennent, qui disent la NBA, vous en rêvez tous, mais il y en aura peut-être qu'un ou deux. Bien, cette séquence. Cette séquence était assez forte. Et en fait, avant, je me dis, avant, on va faire le jeune qui se réveille, qui est dans son lit, le pied qui dépasse, il se brosse les dents, machin, des trucs qu'on fait tout le temps un peu pour se rassurer sur les docus en disant au moins j'ai un petit truc et finalement la séquence elle a traîné toute la saison sans savoir vraiment où la mettre et surtout lui il était c'était un ado quoi, c'était un ado de 17 ans de 2m05 mais quand même il nous a regardé genre un peu. Qu'est-ce que vous faites Vous faites quoi les gars? Là je me mets dans mon lit et je me mets un réveil pour l'éteindre. C'est quoi votre... Et non, il était adorable. Et maintenant ce qui est marrant c'est de se dire que ce gars-là c'est Ousmane Dieng et il a un contrat de plusieurs millions de dollars pour jouer en NBA à Oklahoma City. Là t'as des images précieuses quoi. Et l'une de ses premières apparitions télé c'est dans son lit à l'INSEP avec le pied qui dépasse. Un petit truc où tu te dis on lui ressortira. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la différence entre la série Champion et une autre série de Canal appelée Intérieur Sport. Je pense que c'est juste que c'est deux programmes différents. Intérieur Sport fait des belles choses aussi. C'est plus du magazine pour moi. Ouais. C'est des trucs plus ramassés, plus journalistiques, avec un dispositif, on va dire, moins cinéma, entre guillemets. Mais ouais, c'est des programmes complémentaires. Si vous aimez Intérieur Sport, je pense que vous aimerez Champion. Et moi, j'étais curieux, donc... quel est l'impact, par exemple, sur des gens qui sont à l'INSEP, qui sont la tête dans le guidon dans leur sport, dans leur étude, dans leur jeune vie? Quel est l'impact du monde extérieur, du Covid, de la guerre en Ukraine, des élections, des choses comme ça? C'est des choses qui, quand on regarde la série, transpirent pas un peu, mais vraiment ça reste en périphérie. On a l'impression que l'INSEP les protège de tout ça. Alors que j'imagine que dans la réalité, en fait, de ça, t'as la vérité un peu entre les deux. Je pense, parce que moi c'est vraiment des choses que j'aime. J'aime revoir dans les docus justement les passages du temps, montrer des petites empreintes auxquelles tout le monde peut se raccrocher. On l'a fait un peu la saison passée avec la Coupe du Monde de foot où ils se réunissent pour regarder le foot. Ce genre de choses, on l'avait fait pour l'assassinat de Samuel Paty aussi où il y avait une séquence dans le lycée où un intervenant extérieur était venu leur parler de la liberté d'expression et tout ça. Là, l'année dernière, j'avais voulu faire un truc sur l'Ukraine parce que en fait, ça a impacté vachement le judo, notamment des combattants et combattantes russes qui devaient se retirer. Donc, mais finalement, on l'a pas gardé. Cette année, j'avais des trucs aussi sur les élections. Mais en fait, vu que ça impacte pas directement leur sport et qu'il n'y a pas des séquences marquantes, après oui, j'aurais pu mettre un son radio, l'INSEP qui se réveille, les résultats du RN sur un son de France Inter. Pourquoi pas, au moins on comprend à quelle époque on est. Mais il faut faire des choix en fait. C'est un choix aussi. C'est aussi un choix, mais je le regrette un peu. Ah, t'aurais voulu mettre plus de... En fait, parce que c'est politique un peu dans ton... Pas forcément politique, mais ce que j'aime bien, c'est que l'INSEP, en effet, c'est un campus, c'est un îlot à part, c'est une bulle, mais ils sont quand même vachement impactés par tout ce qui se passe dans la société. Tout ça, bien sûr. Les élections, ils en ont parlé. Je sais qu'au dernier Média Day du judo, là, avant les Jeux Olympiques,
les journalistes posaient des questions aux athlètes sur les élections. C'était l'entre-deux tours. Donc on avait notre athlète judoka Shane Boucli qui, devant les micros, a appelé à voter. Ça, c'est des choses qu'on aurait pu très facilement mettre en exergue. Voilà, après, on a des choix à faire. Mais je pense que la série est tout de même quand même assez politique dans le sens où elle promeut quand même l'image d'une jeunesse française diverse. Il y a beaucoup de filles cette saison. Moi, c'était un truc aussi dans le casting. Je me disais, il faut mettre 4 garçons, 4 filles. Là, il y a 5 filles, 3 garçons. Bon, on s'en fout en fait. C'est cool. On s'en fout. Finalement, tu suis le flow du truc et tu. Et France Télé, dès la saison 2, nous a pas imposé, mais nous a dit, franchement, nous, on veut un para. Les Jeux paralympiques chez nous, ça cartonne. Trouvez-nous un para. Et j'ai dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé dès la saison 1 en fait. Et donc, je suis très fier de pouvoir montrer tout ça de manière douce, mais militante un peu aussi à la fois, quoi. On a des questions dans le chat. Tous les jeunes de l'INSEP viennent du sport scolaire d'ailleurs. Je pense. Oui, ils ont tous fait beaucoup de sport. Hein. Oui, j'imagine. De toute façon, tout le monde commence un peu par ça en fait. Tout le monde commence par faire du sport à l'école en général. C'est peut-être pas encore assez valorisé en France, mais. D'ailleurs, tu disais 10 ans pour la gym, mais je pense que c'est même plus tôt que ça encore. Donc en fait, à 10 ans, t'es presque considéré comme une gymnaste de haut niveau. Parce que tu vas en pôle espoir, pôle junior. Parce que c'est pour ça que tu te retrouves avec des gymnastes de 14 ans au JO, etc. Et le sommet de ta carrière, c'est. Moi, j'avais entendu, c'était une gymnaste qui disait que moi, le sommet de ma carrière, c'est 21 ans. Ça a un peu changé. Je vais avoir confiance de ça, quoi. Notre seul médaillé olympique à ce jour, c'est Émilie Le Pennec, au bar asymétrique à Athènes en 2004. Elle avait 16 ans. Aujourd'hui, le pic peut aller un peu plus haut, vers 23, 24, mais il y a beaucoup de gymnastes qui arrêtent après ces âges-là. En fait, c'est terrible, hein, mais c'est aussi l'apparition de la puberté. Il y a souvent des jeunes gymnastes qui, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, sont plus fortes que des gymnastes de 20 ans. Maintenant, il y a des règles pour qu'elles ne puissent pas concourir avant 16 ans. Mais dans des interclubs ou tout ça, il y a des petites de 13 ans qui vont battre une gymnaste de l'équipe de France de 20 ans, parce que sur certains mouvements, sur certaines figures, elles sont plus légères, elles peuvent enchaîner plus de choses. Quoi, voilà, un peu. Mais il y a des règles qui se mettent en place, et la philosophie maintenant de l'équipe de France, c'est de préparer des gymnastes un peu plus matures, on va dire, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de casse, beaucoup de polémiques. Donc maintenant, elles sont sur un groupe de filles qui ont autour de la vingtaine. Là, il y a une question. Avez-vous croisé des nouveaux naturalisés français de l'Ukraine ? Je pense à une nageuse très prometteuse. Tu vois son nom, Lord Gibus, ou pas ? À la nageuse dont tu parles là ? On peut la trouver, mais... Alors après, j'étais pas forcément proche de la natation. D'Ukraine, Des naturalisés ukrainiens, je crois pas. Je sais que dans l'équipe de France de lutte, il y a beaucoup de naturalisés tchétchènes. Voilà, des réfugiés politiques. Mais des Ukrainiens, non, pas forcément. Mais il y a un docu en ce moment, c'est ça, sur France Télé, à propos de la préparation des gymnastes ukrainiennes, je crois. Je ne l'ai pas encore vu. Je pense que Georges faisait allusion à Anastasia Kirpichnikova. Voilà. D'accord. Je pense que c'est cette personne-là, effectivement. Nageuse russe. D'accord. Donc du coup, qui n'était pas ukrainienne, qui était russe, effectivement. Qui était russe. On l'a dit. D'ailleurs, moi, j'avais une petite question. Quand Shireen Boucli, elle papote avec Tony Parker sur le toit de Media One. C'est pas le toit de Media One. Non, c'est là. Ça ressemble. Non, c'est de son sponsor. C'est parce que t'as bossé avec Tony avant et que tu dis tiens, la vérité est entre les deux. Tu peux me faire une séquence pour champion? Alors moi j'irai pas. Non, en fait, elle est invitée par son sponsor à cette journée qui était assez longue d'ailleurs. Moi, je me suis dit on va le filmer, mais j'y croyais pas trop. Et en fait, il y a eu plein de petits ateliers réseaux sociaux, comment gérer ses comptes, comment mettre en avant la marque, machin. Donc voilà, pas très intéressant, mais par contre, j'ai trouvé la soirée vachement sympa qui arrivait derrière. Et là, il y avait Tony Parker qui vient de passer chez cette marque-là. Et du coup, je vois que Shireen est intéressée. M'a dit trop bien, Tony Parker et tout. Et donc, je lui dis on a travaillé ensemble sur un documentaire, elle le savait. Je vais te le présenter.
Donc je les présente et après je dis bon ça serait trop con de pas faire une séquence quand même. Donc on fait cette petite séquence, voilà. Et c'est assez fou et gentil de sa part parce qu'il avait absolument pas envie d'être là. Ils lui ont demandé de faire un discours alors qu'il n'était pas prévenu. Il avait une autre soirée derrière à Paris. Donc c'était vraiment, je sais qu'il y a personne qui l'a vraiment approché parce qu'il était genre un peu tendax. Et quand il m'a vu et tout ça, il était plutôt content et il savait que voilà et puis il savait qu'on avait fait du bon travail ensemble et donc il était content de parler avec une jeune de l'INSEP, établissement qu'il a connu lui aussi. Il était jeune pendant 2 ans, c'est ça, et après il est parti. parti. Et puis au-delà du fait que c'était cool d'avoir un guest comme ça dans un épisode, ça avait du sens aussi. Ça avait du sens aussi par rapport à l'histoire, quoi. Qu'est-ce qui te fascine toi dans le motif du sportif? C'est qu'est-ce qui t'intéresse? En fait, c'est le prisme du sport en général qui va t'apporter, qui va transcender en fait les émotions humaines, je trouve, qui permettent peut-être quand tu es un peu pudique ou que tu as du mal à t'exprimer, de faire jaillir en toi des sentiments, tu vois. Alors quand tu vas voir quelqu'un que t'aimes bien perdre, ou une équipe ou un club être dévasté, comme tu vois peut-être, tu le disais, j'avais été journaliste de foot et je me rappelle qu'à Liverpool, le club que tu aimes bien, un jour un supporter m'avait dit dans le COP, c'est le seul endroit où j'ai embrassé mon père. Après un but, on se touchait pas à la maison, et dans le COP on avait le droit de se faire des câlins quand il y avait un but, et voilà. Et moi je pense que le sport c'est vraiment ça, ça te permet ça légitimise. Légitime, c'est bien. Légitime. Vous prendrez celui que vous voudrez. Certains rapports humains, certaines émotions qu'on n'ose pas forcément exprimer par ailleurs. C'est ouf. Et moi j'aime bien chercher ça dans le documentaire. J'ai souvent, là les premiers retours que j'ai, il y a eu pas mal de petites larmes déjà. Cette saison on a essayé de la rendre un peu marrante aussi. On a pas mal d'athlètes qui ont un potentiel comique assez cool, et en montage c'est très très sympa d'arriver à se dire là il y a peut-être une vanne. Si on la vend bien au montage, tu vois, en coupant au bon moment, en trouvant un bon rythme, ça peut faire un petit effet. Donc c'est tout ça qu'on essaie de faire avec ces jeunes-là. Et même eux, quand ils se voient gagner avec de la musique, leurs parents dans les tribunes, des ralentis, le commentateur placé au bon moment et tout ça, ils sont là, j'ai des frissons et tout, j'ai même pas l'impression que c'est moi. C'est ça, c'est ce genre de retour qu'on a de temps en temps, Justement, est-ce que tu as des références en termes de réal, des références, j'allais dire, en termes de films, de fiction, mais aussi des références de docu-sportifs? La série, pour moi, c'est vraiment un mélange entre plein de trucs fondateurs pour moi dans le monde du docu sportif ou même de la fiction. Il y a évidemment Les yeux dans les bleus et À la Clairefontaine, son petit frère. Muscle ton jeu. côté France. Qui a déconvenu. Voilà. Et côté américain, je pense que c'est Friday Night Lights, le film, puis la série. Donc c'est Peter Berg, je crois, le réal du film, mais après c'est lui qui chapeaute la série, qui a eu plusieurs réals sur les différentes saisons. Et Last Chance You, Netflix, les premières saisons, où là je me suis vraiment dit ok, donc ils ont chopé les codes. C'est emblématique cette série-là, effectivement. Ils ont chopé les codes de Friday Night Lights et ils s'y sont mis à fond dedans, et on a un vrai Friday Night Lights, et donc c'est toutes ces références-là que moi j'avais et que j'avais envie d'honorer sur la série. Alors ça, c'est les dernières saisons qui sont moins bien avec le basket. Alors, j'adore le basket, mais elles sont un peu moins bien, elles sont un peu plus mécaniques. C'est 8h7 celle-là, ouais. Mais c'était aussi parce que c'était nouveau, et il y avait par exemple une relation incroyable avec la CPE du lycée où ils allaient tous, où tous ces mecs-là qui en fait sont des footballeurs américains qui ont raté leur carrière parce qu'ils ont eu des problèmes extra sportifs, qui se retrouvent dans cette petite école pour se faire remarquer.
Et en fait, c'est tous des mauvais garçons, quoi, pour parler clairement. Et ils sont tous hyper proches de leur conseillère d'éducation qui les oblige un peu à rendre les devoirs en retard. Enfin, vraiment le truc à l'américaine. Et ça se passe dans une ville complètement paumée. En saison 1, je crois que c'est dans le Mississippi, avec un coach vraiment la caricature, le blanc obèse, hyper militaire dans son approche. Et voilà, je trouvais que c'était vachement... Et la rédemption. Vachement bien fait. Et surtout, une manière de s'intéresser aux personnages qui était assez forte. Donc voilà, moi, mes références, c'était ça. Sur la série, c'était vraiment ça. Après, on a essayé aussi de faire des trucs qui nous parlaient, qui n'entraient pas forcément dans ces codes-là. Récemment, t'as des docs sportifs où tu te dis waouh, là, ça c'est fou. Ça change, peut-être pas changer le game, mais tu te dis ok, là, dernièrement, parce que Last Chance You, ça a quelques années déjà, mais récemment, des trucs. Parce qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de portraits. Comme Beckham, comme des choses comme ça où tu sens que c'est une commande particulière. On en parlait tout à l'heure, Drive to Survive a changé le game, c'est sûr. Peut-être un peu trop. Parce qu'ils font le vélo maintenant. Autant la saison 1 c'était sympa, après moi je me suis un peu lassé de la mécanique, mais c'est vrai, le golf, le vélo, le tennis, le sprint j'ai regardé là. Et le sprint, j'ai trouvé ça bien. C'est bien alors. Le sprint, j'ai trouvé ça bien. Un focus sur une course en particulier. Mais eux, ils ont changé le game. Ils ont changé le game en se disant vous connaissez pas le sport, c'est pas grave, on va vous raconter des histoires peut-être périphériques pour les gens qui sont spécialistes, mais qui en tout cas vont vous accrocher. Et faut les féliciter par rapport à ça. Après, j'ai pas souvenir là récemment d'un documentaire qui m'a. Moi, je pense, après, c'est pas la même chose, mais je pense à ce que fait Asif Kapadia, par exemple. Ouais, mais lui, c'est mon idole absolue. Formidable. En plus, fan de Liverpool, mec adorable. Mais enfin, Asif Kapadia, réalisateur de Amy, réalisateur de Maradona, documentaire sublime sur Maradona, Senna. Si vous l'avez pas vu, de Senna, bien sûr. Alors là, qui lui brasse plutôt dans l'archive. Ouais. Ce qui est un autre storytelling. D'ailleurs, t'as très peu de. Sur Maradona, je crois que t'as quasiment pas d'interview. Ou très peu d'interviews. Non, c'est que de l'archive. Mais du coup, ça fait un objet ouf. Ouais, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Un peu déçu par le dernier, mais je pense qu'il a été appelé en pompier de service sur Federer. Ouais. Les 12 jours de Federer. Voilà, à mon avis, il y avait un réal qui tournait avec lui et ça devait pas convenir à Amazon et ils se sont dit on va appeler Kapadia pour. Je pense que ça s'est passé comme ça. Voilà. Mais au final, j'étais un peu déçu de Federer. Non, après moi, le dernier grand docu qui m'a marqué, c'est comme tout le monde, Last Dance sur Jordan, qui donc fan de basket et tout. Je trouvais le docu presque parfait parce que quand on travaille avec ce genre de personnalité, on est obligé de faire face à cette question de est-ce qu'on y va avec ou est-ce qu'on y va sans. Là, ils ont choisi d'y aller avec lui, ces images d'archives qui étaient sous embargo depuis 20 ans, lui qui accepte de parler. Alors en effet, il y a certains angles morts, puis il y a certains sujets qui ne sont pas abordés, il n'y a pas la famille, il n'y a pas ses enfants, il n'y a pas sa femme, il n'y a pas... Il parle de Space Jam ou pas ? Pardon ? Il parle de Space Jam ou pas ? Il parle de Space Jam à un moment, je crois qu'il parle de Space Jam, mais je trouve que c'est en termes de prod et de storytelling, et c'est un truc... Senna, j'attends l'adaptation. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le film, effectivement, Senna qui arrive. Et juste, moi je voulais montrer ce documentaire-là, ça n'a pas été une inspiration, Les Bonnes Conditions, qui était un documentaire Arte, je sais pas si tu vois. Je l'ai pas vu. Qui était un documentaire, pas rien à voir avec le sport pour le coup, mais qui suivait des jeunes issus de la bourgeoisie parisienne pendant, je sais plus, plusieurs années aussi, 4-5 ans. Quelque chose comme ça, et c'était un truc que moi je trouve absolument passionnant, mais c'est plus de la sociologie pour le coup. Non, mais ça m'intéresse, je suis complètement passé à côté. J'ai évidemment adoré Adolescente. Oui, je trouve incroyable et je me pose encore certaines questions de comment il a fait ça. Comment il a fait ça, exactement. Et on sort souvent, alors j'arriverai pas à prononcer son nom, mais Lifshitz. Voilà, merci j'ai du mal d'avoir affronté la haie plutôt que moi. Non, mais et puis à chaque fois on sort de ces documentaires en disant mais comment il a fait quoi. Et ça pour le coup c'est vraiment le très 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 haut niveau. Et le film sur les sœurs nageuses syriennes, La couleur de la victoire. Ah non, c'est une chose. Et les films sur les sœurs nageuses syriennes, si tu as le nom de ce film-là, Nerda, je suis preneur. Ouais, c'est ça, Adolescent, tout à fait.
Parfait, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous, on voulait. On a un autre sujet quand même, important. Ouais, vas-y. C'est peut-être ce sur que tu voulais enchaîner, ouais. Effectivement, au-delà de champion, on voulait avoir ton regard de journaliste sportif sur d'autres questions qui touchent effectivement au sport, au streaming et à ça. Notamment, est-ce qu'il est sympa Benzema? Moi, Notamment, est-ce qu'il est gentil, Karim Benzema? C'est une vraie question ou pas? on en parlera après. Il est gentil. Ils sont tous très gentils, évidemment. Bien sûr. Non, mais effectivement, le sujet évidemment qui agite beaucoup le sport français en ce moment, en dehors des JO, qui est déjà un sujet qui arrive fort évidemment, c'est la Ligue 1, la diffusion de la Ligue 1. Toi en plus, donc t'as bossé pour Téléfoot, donc j'ai bossé même pour Orange avant, qui avait les droits, qui venait de récupérer les droits de la Ligue 1. Qui effectivement à une époque avait une chaîne, c'était une chaîne spéciale pour ça, je sais plus. Exactement. Et donc là, ça y est, on sait depuis un peu moins d'une semaine à quelle sauce on va être mangé sur les droits de la Ligue 1. Ça a été un bordel monstrueux. C'est toujours un bordel monstrueux quelque part, parce que on passe donc d'un paradigme où t'avais donc c'était Amazon Prime qui avait la Ligue 1, 80% de la Ligue 1 et Canal qui avait 2 matchs. Canal qui payait plus cher qu'Amazon pour ces 2 matchs que Canal qui a sauvé la Ligue de Mediapro, ne l'oublions pas. Et donc qui aujourd'hui, on se retrouve avec plus de Canal du tout, avec plus d'Amazon non plus. Et maintenant c'est avec un retour de beIN Sport qui diffusait plus la Ligue 1 depuis un petit moment. Alors à moins parce que beIN Sport ils avaient déjà co-licencié avec Canal, donc est-ce qu'il va y avoir des trucs, je sais pas si c'est... En fait maintenant Canal distribue beIN. Ouais, ils ont stoppé la guerre avec cet accord-là, qui est gagnant-gagnant pour les deux, je pense. Mais surtout, on a DAZN donc, qui effectivement arrive, alors que DAZN qui existe déjà en France depuis, je pense, 2-3 ans. Parce qu'en fait, DAZN à la base diffusait de la boxe notamment. Et je me rappelle, parce qu'à l'époque, j'étais donc à la place de Thibaut, je le rappelle tout le temps. À l'époque, ça coûtait 3,99€ par mois. Je me rappelle quand ça s'est lancé. Ouais. Et aujourd'hui, on parle d'un abonnement qui avoisinerait les 35 € par mois. Balles, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce revirement de situation je vois la faute à Vincent Labrune. Pas mal de monde, mais c'est évidemment trop cher pour la Ligue 1 d'aujourd'hui. Là, on parle quand même d'une ligue où il y aura plus Mbappé, plus Neymar, plus Messi. Tu perds tes acteurs principaux, quoi. Après, il y a toujours Pierre Lesmelou, donc moi, je trouve que c'est toujours très bien. Stade Brestois, Coupe d'Europe. C'est une situation assez terrible pour le foot français. Il y aura toujours l'affiche quand même sur beIN. beIN, je pense que maintenant, ils sont quand même bien installés. Et c'est quali, beIN, sur ce qu'ils font. Voilà, ils ont pas mal de droits. Ils ont l'intégralité de la Ligue 2 aussi. Ils vont pouvoir feuilletonner grâce à la Ligue 1. On est en train de savoir qui va avoir le magazine aussi. Ça peut avoir son importance. T'as France Télé qui a récupéré les trucs, on sait. C'est France Télé et TF1, c'est France ça? Télé TF1. Ils récupèrent des magazines. Donc déjà que les magazines soient sur une chaîne en clair, c'est plutôt bien pour la Ligue 1 parce que le feuilleton Ligue 1 va pouvoir continuer d'exister. Les grosses affiches vont être vues le dimanche soir sur beIN, je pense, et aller taper des peut-être 700, 800, voire 1 million de personnes le dimanche soir. Mais sinon, pour les autres clubs qui ne seront pas affichés, je pense que ça va être très dur et je pense que peu de personnes vont s'abonner à DAZN à ce prix-là. C'est clair que là, c'est incompréhensible. En fait, c'est compréhensible parce qu'il faut qu'ils rentabilisent et que c'est une petite chaîne, etc. Mais en fait, à ce moment-là, il ne faut pas vendre à cette plateforme-là, sachant que derrière, tu avais aussi HBO, tu avais aussi Max qui proposait quelque chose et qui aurait probablement proposé un abonnement moins cher. Et que la Ligue a préféré. Après, DAZN est en train de constituer quand même un portefeuille de droits. Ils ont récupéré le basket français notamment. Et en Europe, secondaire, beaucoup de manière un peu maligne comme ça. Oui, mais en France, t'as déjà le ras-le-bol des gens qui disent on en a marre de devoir changer de plateforme tout le temps, etc., de s'abonner à plein de trucs. Là, en plus, si t'as DAZN qui arrive avec finalement une offre qui en France va être, même si effectivement ils réunissent plusieurs trucs, leur produit principal maintenant ça va être la Ligue 1 et je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont se dire je vais m'abonner à DAZN parce que je veux regarder plein de trucs sachant qu'il y aura la Ligue des Champions, sachant que la Ligue des Champions et les coupes européennes sont toujours sur Canal en plus. Donc, voilà, et ce qui est dur c'est aussi de se dire que quand on aime la Ligue 1 et qu'on supporte un club on va dire moyen, par exemple si j'aime Montpellier, Montpellier ne sera jamais diffusé le dimanche soir, donc je vais devoir m'abonner à DAZN pour regarder les matchs du samedi ou du dimanche après-midi. Ça fait un budget quoi. Surtout qu'il avait en plus été question aussi de faire une offre par club. Ça pouvait être effectivement intéressant, mais de payer juste pour les matchs de son club et voilà, avec cette fameuse idée un peu, alors je sais pas s'il y avait saugrenu, mais de plateforme de la LFP directement.
En tout Ça a cas, déjà le deal existé pour la Ligue 2 à une époque, ouais. Ouais. C'est foot, je crois que ça s'appelait. Mais Mais, il faudrait que ça se, je sais pas, il faudrait que ça se. Surtout, ça se règle différemment, quoi. ce qui est fou, c'est le manque de vision qu'on a eu par rapport à ces droits, où on pensait que là, ces droits-là, cette année, allaient se vendre plus d'1 milliard. Au final, c'est 500 millions. Ça a été annoncé il y a 5-6 ans, au moment de la renégociation. Ouais. Parce que Mediapro avait pété les scores avec son 1,2 milliard là, mais ça n'avait aucun sens. Mais c'est vrai que la Brune s'est accrochée à cette idée, enfin la Brune, la LFP de manière générale, s'est accrochée à cette idée du milliard, alors qu'au final, ils arrivent à peine à atteindre les 500 millions d'euros par saison, ce qui est déjà cher payé pour une ligue qui, effectivement, ne compte plus vraiment de grosses vedettes comme c'est le cas avant. Ouais, et surtout, ils se sont mis Canal Plus à dos, et ça, je pense que ça a été vraiment l'élément majeur du fait que ça patine comme ça. C'est que Canal a toujours été le partenaire du foot français privilégié, et là, quand même, après le fiasco Mediapro, Canal s'est dit nous ça nous intéresse plus dans ces conditions-là. Ah oui. On se dit non. Puis il n'y a pas eu de c'est respect. pas possible. Voilà, Canal, Canal le foot historique. Là, on voyait les matchs du PSG sur Canal 360 le samedi après-midi. C'était quand même Canal voulait vraiment montrer que la Ligue 1 ce n'était plus pour eux. Leur produit c'était la Ligue des Champions. Et la F1 et le. Voilà, exactement. Le rugby sur lequel rugby, ils sont très forts aussi. Donc ouais, l'erreur majeure, elle a été là. Le partenaire historique du foot en France, c'est Canal. Canal n'est plus là. Ouais. Et c'est du coup un package pour répondre à ta question, frère Ruto, c'est à 500 millions. 400 millions d'un côté et 100 millions de l'autre. Donc un package à 500 millions, bien loin du milliard espéré. Mais donc l'autre info quand même, c'est le retour effectivement d'un téléfoot sur TF1 avec des images de la Ligue 1, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps, non ? Bah moi j'ai travaillé là-bas quand on n'avait plus le droit d'en mettre et on avait récupéré sur une année un espèce de droit à l'info, parce qu'il y a ça aussi sur les. En fait, les magazines sportifs ont le droit de mettre des images de sport s'ils sont un magazine multisport. Donc on n'avait pas le droit sur Téléfoot, mais une année s'est passée, je ne sais pas trop pourquoi. Le truc a un peu évolué. Je me demande si au moment de Téléfoot, le lancement de la chaîne, il n'y a pas eu un accord justement avec la Ligue pour que certains extraits passent. Mais ça, c'est vrai que ça a vraiment été un enjeu de tout temps pour Téléfoot. Je me rappelle, pour la petite anecdote, que quand j'étais chez Orange, donc Téléfoot n'avait pas les droits sur les buts de la Ligue 1, mais ils avaient passé un accord avec Orange pour que pendant les pubs de Téléfoot, il y ait une pub actualisée d'Orange dans laquelle on voyait le but de la veille. Magou, d'accord. Les arrangements. Donc c'était un petit truc à monter le dimanche matin où je crois que c'était Luis Fernandez qui était consultant là-bas, qui discutait avec Yuri Djorkaeff. Ah, quelle soirée sur Orange. Et hop, on voyait le but retrouver toute la Ligue 1 et derrière, hop, il y avait l'émission Téléfoot. Et du coup, c'est quand même un grand retour la Ligue 1 dans Téléfoot. Tu auras aussi donc évidemment une pastille quotidienne, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est le deal est clos là-dessus ou pas, mais on parle d'une pastille quotidienne sur France TV au moment de tout le sport avec des images de la Ligue 1 aussi. On n'a plus aussi d'acteurs comme Free qui avait son application Free Ligue 1, ça s'arrête. Free Ligue 1 avec cette espèce de. Qui était bien, moi je trouve que c'était pas mal. De faux. Free Ligue 1 c'était vraiment bien parce que ça te permettait de. Moi j'étais sans être abonné payant, tu pouvais voir les images des buts après les matchs. Moi j'avais mis mon équipe préférée, Monaco, je fais pas de secret. Dans le putain, on m'en parle pas, je suis super vénère. Je suis super vénère. En plus je déteste l'Olympique Lyonnais. Enfin, bon, bref, du coup oui, effectivement j'avais mis ça et tu pouvais mettre ton club favori et du coup tu avais des notifications sur les buts, etc. C'était vachement bien foutu et ça c'est pareil que ça disparaît. Donc là vraiment j'ai l'impression qu'on perd quand même beaucoup sur ce nouvel appel d'offres. Sachant qu'en plus après t'as les trucs qui arrivent sur YouTube relativement rapidement, donc le paradigme a changé de l'époque où effectivement le football il a changé. 15 ans le football il a changé. Après t'as des ligues, notamment les ligues américaines, notamment la NBA, la NFL et tout ça, qui ont aussi changé le game là-dessus, notamment sur les extraits. La ligue de foot en France a souvent été hyper répressive là-dessus. Dès qu'il y a un truc qui sort, on l'enlève et tout. Alors qu'au contraire, la NBA a toujours fait son plan de communication, surtout à l'international, autour de brefs extraits, même de fans.
de matchs en se disant de toute façon c'est tout bénef pour la marque. Ah oui, c'est sûr. C'est un peu pour la FA a toujours été effectivement hyper restrictive là-dessus, alors que effectivement ça leur fait de la pub gratuite. Enfin, Ce serait quoi la solution pour toi pour la Ligue 1 ? Parce que là en fait cette solution de 400 plus 100 plus machin, on n'ira jamais jusqu'en 2029 comme ça, c'est pas possible. Après il faut aussi voir le niveau des clubs. Parce que ça va affaiblir considérablement les clubs qui vont perdre de l'argent, qui vont devoir présenter un budget beaucoup plus faible cette saison. Oui, parce que qu'il y a aussi au club, et c'est un serpent qui se mord la queue. Puis il y a aussi la dette CVC à payer, donc ça va être ponctionné aussi sur les droits qu'ils vont recevoir. Je crois que c'est autour de 10% pour chaque club qui va devoir reverser l'emprunt qui avait été généré il y a quelques années. Bref, donc est-ce que les clubs de Ligue 1 vont continuer à être compétitifs, notamment en Coupe d'Europe ? Est-ce qu'ils vont réussir à garder des jeunes joueurs, parce qu'on est quand même un pays qui forme de très bons joueurs de foot, et la clé elle va être là. Si on devient vraiment la Ligue des talents, comme on nous le vend souvent, ça pourra le faire. Avec évidemment une grosse locomotive Paris Saint-Germain. Si on peut avoir Marseille, Lyon, Monaco qui arrive quand même à faire de bons résultats. Donc Marseille passe cette saison en Coupe d'Europe, mais les autres pourquoi pas. Je pense qu'on pourra s'en sortir, mais on va avoir des grosses problématiques de talent pur et de joueurs confirmés, parce qu'il y en a beaucoup qui vont devoir partir cet été. C'est une évidence. Mais c'est vraiment un serpent qui se mord la queue, parce que comme tu dis, les fonds vont au club derrière. Donc si les clubs n'ont pas de fonds, ils peuvent pas être attractifs, donc si les clubs sont pas attractifs, la Ligue 1 est pas chère. La Ligue 1 est pas chère, donc si la Ligue 1 est pas chère, la Brune n'est pas content. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Mais cet été, on parlait d'un transfert qui a capoté entre Auxerre et Ajaccio. Donc Auxerre qui monte en Ligue 1, qui voulait un joueur d'Ajaccio, club de Ligue 2, transfert autour de 4 millions d'euros, parce que Auxerre était incapable de sortir ce montant-là avant que les droits télé soient négociés. Donc les clubs comme ça sont vraiment dépendants des droits télé. Donc y a Auxerre, des clubs, qui doit se maintenir en Ligue 1 avec un petit budget la saison prochaine, ne peut même pas signer un joueur à 4 millions d'euros, qui, bon, c'est beaucoup d'argent, mais pour le football, c'est rien du tout. Mais il y avait même une liste des clubs en danger à cause qui étaient sortis, et notamment il y avait Brest dedans, Brest qui joue la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est souvent très dangereux pour un petit club de jouer à la Ligue des Champions. On se rappelle de Montpellier 2012, ils sont champions, 2013 après, ils jouent la Ligue des Champions. Derrière, c'est très difficile, quoi. Tu sors pas des poules et tu puis la survie du club est aussi questionnée, quoi. Un cadeau empoisonné qu'a fait. Et on a un gendarme financier qui est quand même assez strict aussi, beaucoup plus que dans d'autres pays. Mine de rien. Donc quand tu vois ce qui arrive à Bordeaux, par exemple. Encore cette année, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle Ligue 1, quoi ? Finalement, de se dire, tu regardes ce que les Anglais font, après c'est particulier la Première Ligue. Mais les Anglais, pour le coup, c'est vraiment les droits télé qui les tient aussi. Mais du coup, ça prend des. Après, c'est une question de culture aussi. Mais tu vois, quand tu as ce côté, l'espèce de société-État qui arrive comme QSI, etc., et qu'il y a un scandale dès qu'il y a un nombre de privatisations qui commence à arriver doucement comme ça. Est-ce que ce qui sauve pas les clubs à moyen terme, c'est cette privatisation qui peut effectivement faire rentrer de l'argent dans un monde, encore une fois, dans un monde où malheureusement, et en Angleterre et en Espagne et machin, c'est la thune qui gouverne. C'est ça qui est terrible. Là, si les gens sont dépendants de trois blaireaux en administration française qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour les droits télé, il faut que des agents privés arrivent de l'extérieur. Après, encore une fois, le côté rassurant, c'est qu'on forme de très bons joueurs. Peut-être on est le pays qui forme les meilleurs joueurs de très loin, avec de très bons centres de formation, et pas seulement au Paris Saint-Germain, à Lyon, à Monaco, à Saint-Etienne, à Auxerre. Ça a toujours été des lieux de formation hyper reconnus, Metz aussi, avec beaucoup de talents de recruteurs. Par contre, après, on est assez mauvais sur aller chercher le petit joueur qu'on connaît pas, mais qui peut s'imposer en Ligue 1 pour pas cher. Toulouse l'a un peu fait ces dernières années, Monaco avec aussi, plus ou moins de. Monaco peut le faire parce qu'il y a moins d'impôts à payer pour les étrangers. Mais ils le font plus maintenant, c'est terrible. T'as plus de Bernardo Silva qui sort de nulle part et qui devient l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça va revenir, c'est un cycle chez Monaco. Mais je pense que il faut s'appuyer sur le centre de formation, le football, prendre peut-être avoir un peu d'humilité aussi, prendre peut-être le modèle portugais, par exemple, en exemple, des grandes institutions comme Benfica, Porto, le Sporting, qui arrivent à exister dans un championnat finalement assez faible maintenant au niveau européen, mais qui arrivent, eux, à s'exprimer sur la scène européenne, à former des très grands joueurs, à récupérer
récupérer. Ce que fait Red Bull aussi, du coup. Ouais, exactement. Après, le foot, longtemps en France, c'était le modèle olympique lyonnais, qui, moi, je pense, était le bon modèle. Maintenant, on a décidé qu'il fallait que ce soit Paris Saint-Germain par la force des choses. Donc, tous ces clubs un peu satellites veulent attirer un mécène. On parle beaucoup de l'Arabie Saoudite à Marseille. John Textor qui est arrivé à Lyon après Aulas, on se dit, est-ce que vraiment c'est la bonne idée quand, en même temps, il a un club en Belgique, au Brésil, et qu'il y a des transferts qui se font entre ces clubs. Enfin, c'est quand même assez bizarre maintenant ce qui se passe dans le foot. Le modèle français peut-être serait appuyé sur les bases, quoi, pour que ça survive au moins ces quelques saisons, et puis on aura toujours le Paris Saint-Germain et les stars pour faire la locomotive. Espérons. Puis l'économie du football a changé aussi beaucoup les choses. Enfin, tu vois, l'année dernière, je reviens encore sur Monaco parce que c'est ce que je connais le mieux, mais un joueur comme Balogun qui paye 30 millions, ça n'a aucun sens, quoi. Il y a quelques années, un joueur comme ça valait 15 millions grand maximum. Peut-être qu'à un moment donné, la bulle autour du football va péter aussi. Peut-être qu'elle est déjà en train de péter en France. Tant que ça pètera pas en Angleterre, tout le monde est tenu à. D'ailleurs, FSG, parce que là, je vois effectivement, il y en a qui disent oui, c'est déjà privé la ligue, c'est full privé, etc. Oui, non, mais ce que je disais, c'est ces investissements étrangers qui viennent sur des clubs français. On pensait à FSG qui pouvait prendre peut-être Bordeaux, qui finalement ne le font pas, visiblement. Et donc Bordeaux dans la sauce. Mais c'est vrai ce qui est dramatique parce que c'est quand même c'est quand même le club de Lisa, de Zizou. Et voilà. Mais historique, donc c'est assez dramatique. Mais c'est vrai que même en Espagne, tu vois, les difficultés du Barça et tout, il y a vraiment, comme tu dis, une bulle qui est en train un peu d'exploser, mais le problème c'est que l'Angleterre est intouchable, quoi. Ouais, puis l'Angleterre en plus à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le Championship, la deuxième division, aujourd'hui ça va être en termes de revenus, de budget, de salaire aussi, c'est top 5 Europe. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant des clubs de Ligue 1 se retrouvent en concurrence avec des clubs de deuxième division anglaise pour signer un joueur. Donc Sunderland, Clyde, formidable série. Peut-être pour faire full circle et pour conclure peut-être cette émission, parce qu'on arrive à la fin. On parlait de la Ligue 1, on parlait du foot, etc. Toi, tu as fait beaucoup de documentaires. On a fait effectivement Benzema. Là, on fait champion, c'est de l'athlétisme et du sport en général. T'as pas fait trop de docu foot. Est-ce que tu as une envie, une ambition de docu sur peut-être un Sunderland Till I Die, mais à Brest? Les chamois niortais. Les chamois niortais. ASSE Forever. Non, c'est vrai que les docus en immersion dans une équipe de foot, c'est assez cool. Sunderland l'avait bien fait. Là, pareil, saison 1, c'était incroyable parce que moi, j'ai adoré le fait qu'ils disent on amène Netflix pour filmer la remontée et on ouvre tout et finalement c'est l'inverse qui se passe. Ça, j'ai trouvé ça énorme parce que après j'ai pas réussi à regarder, je trouvais qu'ils fermaient beaucoup plus de choses et c'était moins bien, mais non, il y a, enfin oui, le foot, le club français à suivre sur lequel tu pourrais faire franchement là les trucs en immersion, je pense que on va se calmer un peu. Sinon je vais refaire tout le temps pareil. Non, mais il y a un documentaire que moi en tant que spectateur, je dis vraiment en toute humilité, en tant que spectateur, j'ai envie de voir, c'est le documentaire définitif sur Zidane. Parce que Zidane, c'est la France. C'est ça, tu peux traverser toutes les périodes de l'histoire de France. Il raconte quelque chose sur le pays. Il raconte quelque chose sur la France, sur la société. Il y a un rapport aussi peut-être même mythologique qu'on a tous à Zidane. Il peut raconter des choses fous sur ce que c'est être un mythe, une légende. C'est bien, c'est les émotions. Voilà. Alors peut-être pas lui directement, c'est vrai qu'il a mais en tout cas autour de lui. Voilà. Enfin, en tant que spectateur, en tout cas, le doc sur Zidane, sa vie, son œuvre, ouais, j'attends. Ça fait quoi la Zinedine? C'est bien. C'est bien. Merci. J'imagine que quand tu l'interviews, ça va être très compliqué. C'est pas un bon client, mais de mieux en mieux. Si dans quelques années on a un documentaire sur Zidane et qu'on voit marqué réalisé par Florent Baudin, on saura que l'idée a été posée là sur ce live des numériques. On l'a entendu ici, la première fois, effectivement. C'est bien. Ça parlera comme ça. C'est bien. Avec un G à la fin. Mais écoutez, voilà, je crois que c'est une. Ouais, on va s'arrêter là. Merci à tous dans le chat pour vos questions. J'ai rencontré Zizou quand je travaillais à la Fnac, quand j'étais jeune. Ouais. Super. Merci, super, merci pour cette anecdote. Merci beaucoup Florent d'être venu nous parler de tout ça. C'était passionnant. Merci le chat pour vos interventions. Merci Karl évidemment. Merci JB. J'ai pas dit tout à l'heure aussi quand il est parti comme un malpropre le pauvre. Voilà. Mais merci JB. Merci Thibaut.
On rappelle, merci à toi, on rappelle Champion, les 4 saisons sont disponibles en intégralité sur France.tv, donc la plateforme de streaming de France Télévisions. N'hésitez pas effectivement à vous jeter dessus, c'est Kali, c'est formidable, regardez, elle est là. Vous avez 4 saisons à rattraper et poursuivre des athlètes hors du commun et des histoires passionnantes, voilà, réalisées par Florent Baudin. Merci à tous et nous... programme la semaine prochaine. On commence à rentrer dans le dur là, donc on commence à rentrer dans l'été. On verra comment ça se passe la semaine prochaine là, parce que on essaye de pas, on va pas forcément arrêter tous les lives cette année, l'été, mais on va faire un peu au coup par coup en fonction de qui est là, parce que Karl va partir en vacances, JB part aussi, moi je pars aussi, toi je sais pas si tu pars, mais oui, aussi. mais donc voilà, donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, demain on aura un live avec JB et moi-même je pense qu'il va passer une tête aussi, mais c'est pas sûr. Quoique, j'aurais peut-être pas le temps. Allez. Mais en tout cas, vous aurez au moins JB pour parler tech au global. Je pense que Chrono va faire son live vendredi, le live gaming. Voilà. Donc au moins pour cette semaine, ça sera comme ça. Merci encore Florent d'être venu. Merci beaucoup. On va lancer un petit raid. Je vais regarder qui est dispo. Qu'est-ce qu'on peut raider? Qui est dispo en ce un raid, moment. effectivement, on aura tous nos viewers quelque part d'autre. Il y a Lame, je pense qu'on va aller voir Lame, ça sera le plus simple. Parce que bon, Ponce, il n'y a pas vraiment besoin de nous. Non. Il y a Winamax Sport qui parle de Mikotadze à l'OL, donc on va pas y aller. Terrible. Mais ouais, on va aller venir à Monaco, laisse-le tranquille. Il y a Trump or Biden, c'est une IA qui fait des débats entre Trump et Biden. Non, on va pas partir là-dessus non plus. Non, mais là, on fait ça. Karl, parfait. C'est parti. Let's go. Super. Merci à tous. Merci beaucoup, très bonne journée, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Salut. Salut.